Bonjour, bienvenue dans le webinaire organisé par le GIE Sésame Vital sur la l'addendum 8 à la facturation Sésame Vital. Vous êtes nombreux à vous être inscrits à ce webinaire. On va attendre que tout le monde se connecte. En attendant, je vous souhaite une bonne année, que vous trouviez tous paix, joie malgré la tourmente. Il y a beaucoup de travail à faire pour les éditeurs concernant la facturation Sésame Vital, les services, les téléservices AMO, AMC, etc. On sait que vous avez tous beaucoup de travail, mais et voilà, on est tous dans la même barque. Voilà, donc j'attends progressivement. Là, les chiffres montent sur le nombre de personnes qui se connectent au webinaire. Donc, on va parler aujourd'hui de l'addendum 8 au cahier des charges Sésame Vital. Voilà. Il y aura un webinaire spécifique sur les web services appli Carte Vitale. Ce webinaire est le prochain webinaire qu'on va organiser le 5 février. Et le webinaire d'aujourd'hui va vraiment se focaliser sur toute la partie hors web service et appli Carte Vitale de l'addendum 8 au cahier des charges Sésame Vital. J'ai bientôt presque tout le monde inscrit. Allez, on va bientôt démarrer. C'est bien, vous êtes super ponctuels, hein, bravo. Donc, pour ceux qui se connectent juste maintenant, je souhaitais une bonne année à tout le monde. Moi, je suis contente de vous retrouver assez régulièrement. Bon, c'est pas facile hein, face à une caméra, mais j'aime bien retrouver mes éditeurs comme ça, voilà, lors des événements autour de l'addendum 8, l'appli Carte Vitale et compagnie. J'espère que c'est pareil pour vous. Alors, ça monte, mais on n'a pas encore tout le monde. Il y a toujours des petits retardataires, mais enfin bon, 10h02, ça va. Hein. Ceux qui viennent juste d'arriver, bonjour, Sylvie Calu du GIE Sésame Vital. Je vais vous accompagner aujourd'hui sur l'organisation du webinaire autour de l'addendum 8 à la facturation Sésame Vital, le palier 1,40 addendum 8. On va parler du cahier des charges Sésame Vital. Connexion réseau lente. Ah bon, j'espère que ça va marcher. Alors, 125. Je vais encore attendre 2 minutes pour les derniers retardataires. Alors, je peux tout de suite répondre à une question qui est posée là par un éditeur. Quand est-ce que le webinaire sur la réorganisation des fonctions techniques est prévu? En fait, on va vous faire un petit sondage aujourd'hui. Normalement, c'est le 19 février, mais que si vous êtes suffisamment nombreux à être disponibles à cette date-là, parce que ça tombe pendant les vacances scolaires pour certaines zones. Bonjour pour les nouveaux éditeurs qui viennent juste de rejoindre le webinaire. Je vous souhaite à tous une bonne année et une bonne santé, malgré la tourmente. J'attends un petit peu que tout le monde se connecte. Alors, il est 10h04. Allez, on attend encore une petite minute. C'est fou comme le temps est long hein, quand il faut attendre comme ça. J'espère que vous allez tous bien. Allez, il est 10h05, le webinaire va commencer. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par le GIE Sésame Vital sur l'addendum 8 à la facturation Sésame Vital. Alors, l'addendum 8 à la facturation Sésame Vital, c'est assez vaste. Nous aurons plusieurs webinaires spécifiques, un webinaire sur les web services appli Carte Vitale qui est déjà prévu le 5 février, donc vous avez normalement reçu un lien pour vous inscrire.
et aussi un autre webinaire plus sur la réurbanisation des fournitures Césinvital qui viendra plus tard, peut-être le 19 février. On va faire un sondage aujourd'hui pour voir si vous êtes disponible à cette date-là pour l'organiser. Voilà, puis il y aura d'autres webinaires à suivre, notamment sur l'implémentation des TLSI AMO avec l'appli Carte Vitale. Ce webinaire aujourd'hui s'adresse aux éditeurs de solutions logicielles de facturation Césinvital pour le monde libéral. Sont présents avec moi pour répondre à vos questions les gens du GIE, les experts du GIE que je remercie, la maîtrise d'ouvrage, n'hésitez pas à ratisser large dans vos questions. On a toute une équipe d'experts qui sont là pour répondre à vos questions sur l'outil. Alors effectivement, je ne vous donne pas la parole, vous êtes trop nombreux. Par contre, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur l'outil. Il y a une petite rubrique questions. Vous pouvez ouvrir l'écran en large sur votre IHM pour poser vos questions et on a nos chatteurs derrière qui sont là pour apporter une réponse, sachant qu'on aura une petite séquence de questions-réponses tout à la fin, une fois que Béatrice, notre experte, aura présenté la Danone 8, on aura une petite séquence de questions-réponses qui seront aussi abordées à l'oral, parce que voilà, c'est sympa aussi d'aborder des questions à l'oral et surtout les questions structurantes importantes qui ont été remontées par les experts qui répondent aux questions que vous posez sur l'outil. Voilà, alors je vais démarrer la diffusion des slides. Si j'y arrive. Voilà, c'est bon. Non. Excusez-moi, je maîtrise pas encore bien l'outil. Alors, je voudrais passer au slide suivant. Et je n'y arrive pas. Je vois que vous ne l'avez pas. Et je ne sais pas pourquoi. Et mon expert est parti. Ah, ça y est, c'était juste un problème de réseau. On va y arriver. Alors, le sommaire de ce webinaire. Aujourd'hui, donc, nous avons trois grandes parties, une introduction, la présentation des principales évolutions et, comme je disais tout à l'heure, une série de questions-réponses que vous allez poser sur l'outil, que les experts vont nous faire remonter pour être abordées à l'oral également. Sachez que normalement, on apporte une réponse à toutes les questions que vous posez à l'outil. Peut-être qu'on n'apportera pas une réponse en direct, mais en différé. Et les questions les plus importantes sont aussi injectées dans la FAQ que vous trouvez sur l'espace industriel. Alors, la partie d'introduction. Les services qui sont concernés par l'appli Carte Vitale et qui sont déployés chez le professionnel de santé, nous avons évidemment la facturation Césinvital, les téléservices intégrés, le DMP intégré et le dossier pharmaceutique. Aujourd'hui, nous allons aborder la facturation Césinvital. Les autres services seront abordés dans d'autres webinaires. Mi-octobre, nous vous avons livré un certain nombre de packages sur l'espace industriel. Le principal package que nous allons aborder donc aujourd'hui, c'est le cahier des charges palier 40 à Danone 8 avec une version, la version 8.20 du cahier des charges et 4.0 du dispositif intégré. On a livré également ADRI V1.15 qui est compatible à Carte Vitale. On a livré 7 TLSI AMO qui sont également concernés par l'appli Carte Vitale et également des web services appli Carte Vitale qui servent pour identifier et authentifier l'utilisateur de l'appli Carte Vitale. C'est l'équivalent d'une lecture de Carte Vitale. Également un web service qui sert pour signer les factures appli Carte Vitale. Donc, aujourd'hui, nous allons regarder la partie bleue. Voilà. En parallèle également, sur le CNDA, vous pouvez trouver le cahier de test sur le site du CNDA. Vous signez le protocole, la convention comme d'habitude, les conditions particulières comme d'habitude. Vous pouvez récupérer l'appli carte de test éditeur
et faire vos tests avec le CNDA. Sachez qu'on avait organisé mi-décembre un webinaire qui parlait de toute la partie compatibilité Applicard Vital avec les tests à effectuer au CNDA. Donc, si vous n'avez pas vu ce webinaire-là, je vous incite à aller regarder son replay qui est sur la chaîne GoToWebinar. Donc, aujourd'hui, nous allons faire un focus sur la partie cahier des charges éditeur addendum 8, référentiel dispositif intégré 4.0. Le TLA n'est pas concerné par l'évolution Applicard Vital. Alors, aujourd'hui, alors les petites loupes vous indiquent quelles évolutions nous allons aborder. Donc, le V111, réurbanisation des fournitures Sésame Vital, fonction métier. Il y aura un autre webinaire, comme je vous le disais, en février, le 19 février, si tout le monde est dispo, pour la réurbanisation des fonctions techniques. Cette partie-là n'est pas abordée aujourd'hui. Par contre, nous allons aborder aussi aujourd'hui le V106 sur les nouvelles spécialités médicales, le V110, tout ce qui est maintenance réglementaire, et le V114, tout ce qui est maintenance fonctionnelle. Le V111 sur la réurbanisation des FSV fonctions métiers n'est pas concerné par le dispositif intégré. Et là, je vais passer la parole à ma collègue Béatrice Fourcade qui va se présenter aujourd'hui. Donc, je lui donne la main sur la caméra. Béatrice, est-ce que tu es là? Bonjour Béatrice. Alors, il faut qu'on ait le son, Béatrice. On n'a pas ton son. Voilà, c'est bon. Ça va fonctionner. Bonjour tout le monde. Vas-y, je te laisse te présenter. Merci Sylvie. Donc bonjour à tous, bienvenue. Donc Béatrice Fourcade, je travaille sur la rédaction du cahier des charges Sésame Vital et des différentes spécifications de la facturation sur les postes professionnels de santé en facturation ville. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et à ce titre, j'ai donc participé à l'addendum 8 sur les évolutions dont on va parler maintenant. Très bien. Donc au-delà, Sylvie vous a présenté, donc ce que je vous propose maintenant, c'est de se concentrer sur les slides. Donc je vais couper la caméra maintenant. Merci. Voilà. Et de passer sur les sujets. Exactement. Donc Sylvie vous a présenté l'ensemble des mesures qui constituent le palier addendum 8. Donc nous n'allons pas aujourd'hui parler des deux mesures phares que sont la facturation avec une APCV, à savoir le V117, et son corollaire, la réurbanisation des fournitures, à savoir des SSV, liées aux fonctions techniques. On laisse ça pour des webinaires ultérieurs. Donc aujourd'hui, on va parler des 4 autres mesures. Un petit guide de lecture pour ce slide, c'est que les couleurs qui sont utilisées sont les couleurs de surlignage que vous trouvez dans les documents que vous avez reçus, à savoir le cahier des charges ou bien le DI et le document addendum 8. Donc la première mesure, le V106, les nouvelles spécialités médicales, cela consiste à ajouter 2 nouvelles spécialités dans notre périmètre. Nous avons eu la création de nouvelles spécialités médecins et d'une nouvelle spécialité infirmier. D'une part par un arrêté de fin 2017 qui a reconnu 5 nouvelles spécialités médecins que vous avez là sous les yeux, codifiées selon les valeurs de 81 à 85. Et puis, au cours des négociations conventionnelles 2019, une nouvelle spécialité infirmier, la reconnaissance des infirmiers exerçant en pratique avancée, les IPA. Donc, ces nouvelles spécialités nous demandent pour le périmètre de la facturation Sésame Vital de les ajouter dans la liste des spécialités. Donc, au slide suivant, de les ajouter dans la liste des spécialités qu'on retrouve dans l'annexe 1 à 0.
et de les ventiler dans les bonnes familles. Et puis, auparavant, on avait une seule famille spécialité d'infirmiers. Là, quelque part, on en a une deuxième qui apparaît. Donc, on crée pour les auxiliaires médicaux, on crée la notion de sous-famille qui n'existait pas avant, qu'on avait uniquement pour les prescripteurs. Et non, reviens, s'il te plaît, Sylvie, sur le slide précédent. Et voilà, en conséquence, on retrouve aussi ces nouvelles spécialités dans les tableaux de synthèse de l'annexe 2, puisqu'on spécifie pour chacune des règles les spécialités concernées. Dans la table 2, au niveau de la compatibilité avec chacun des codes de prestation. Et pour la détermination du code norme, puisque au niveau des familles, effectivement, on va avoir, on le verra après, c'est le lien avec le V111, le lien avec l'évolution qui va suivre, une modification également sur le code norme qui va vous impacter au niveau des logiciels. Voilà ce que je peux dire. Ce que je peux préciser aussi au niveau de ces nouvelles spécialités, c'est que pour l'instant, en attendant qu'elles soient opérationnelles sur le terrain, à savoir dans les logiciels de facturation, ces professions utilisent des cartes CPS qui ont pour les médecins la spécialité 01 et pour les auxiliaires médicaux, pour les infirmiers, évidemment, la spécialité 24 au lieu de 86. Et seront déployés des CPS avec ces nouvelles spécialités dans quelques temps, quand les logiciels Addendum 8 seront déployés sur le terrain. Voilà. Pour la partie réurbanisation, nous sommes partis du principe que pour les besoins des évolutions AppCV et des évolutions techniques, étant donné qu'il y avait toute une réurbanisation technique du module SSV, on a regardé, on a fait une analyse fonctionnelle du module et on s'est demandé s'il n'y avait pas des choses à améliorer. Et on a regardé les contrôles qui étaient faits par le module SSV, s'il n'y avait pas matière à les alléger, à les modifier. Et donc, on est arrivé dans cette partie qu'on a identifiée comme étant le V111 à identifier un certain nombre de modifications fonctionnelles apportées au module SSV, indépendamment de la réurbanisation technique des fonctions elles-mêmes, dont on vous parlera ultérieurement. Donc là, je vais vous présenter par le détail les 7 contrôles, les 7 modifications apportées au contrôle fonctionnel du module SSV à l'intérieur du module. Alors, ce que je ne vous ai pas dit en préambule, c'est que je m'appuie, l'ensemble de ce que je vous présente là, vous est également expliqué, détaillé dans le document Addendum 8 que vous avez reçu, qui fait partie du package qui est annexé au document du cahier des charges. Donc la première modification, je dirais majeure, parce que si tu veux bien passer au slide suivant, la première modification majeure consiste, dont on parlait tout à l'heure, à remonter la règle de contrôle de détermination du code norme. Jusqu'à présent, dans les anciennes versions d'SSV, c'était SSV qui déterminait lui-même le code norme à apposer dans la facture, dans le flux, en fonction de la spécialité de PS qui était passée en entrée dans le groupe 11-20. Et du coup, quand on avait des nouvelles spécialités de PS, comme le V106 dont on vient de parler, qu'on vient de détailler, eh bien, à chaque fois, ça nous obligeait à faire des modifications du module SSV. Donc, on était sur une modification, une nouvelle livraison de l'API. On a
pour des raisons d'évolutivité et pour des raisons de clarté, on a choisi de remonter cette règle. On vous la spécifie dans le cahier des charges. Vous allez la trouver spécifiée au niveau, dans l'annexe 1 à 0, au niveau du groupe 11-20. Et on vous donne la grille, le tableau, en fonction des familles et des spécialités de professionnels de santé, quel est le code norme à déterminer et donc à passer en entrée lors de l'appel de la fonction SSV mise en forme facture. Voilà, c'est un transfert et on supprime cette détermination du module SSV. Deuxième point, on a un peu apporté des précisions sur la gestion des centres de santé. On a apporté des précisions sur la façon d'identifier un centre de santé. C'était écrit, mais de manière... bon, on a reformulé, on a, je pense, essayé d'éclaircir les choses. La règle PS 022 qu'on a clairement identifiée pose directement la situation à partir du numéro de facturation lu sur la carte CPS. Si la troisième position est à 0, alors on en déduit que c'est un centre de santé. Et on a également identifié comme une règle de gestion le besoin de contrôler que quand on est sûr qu'on a affaire à un identifiant de type centre de santé, on sait qu'il faut saisir le numéro de la spécialité parce qu'il n'est pas en carte et on va interdire un code spécialité relevant de la famille pharmacien ou de la famille fournisseur parce qu'on sait que ce n'est pas compatible. Donc c'est une façon d'un petit peu poser les choses de manière un peu plus carrée qu'avant et un peu plus claire. En tout cas, c'est l'objectif. Voilà. Et du coup, il n'y a plus de contrôle dans SSV, il n'y a plus de fonctionnement autour de ça. C'est sur le poste PS, au moment de la lecture de la carte PS, que tout doit se dérouler. Voilà, les deux, avec le précédent, c'est lié. Ensuite, je vais demander une seconde. Pourquoi je n'arrive pas? N'hésitez pas à poser vos questions sur l'outil. Les éditeurs là qui participent au webinaire, n'hésitez pas, je vois que c'est assez calme. On est là pour répondre à vos questions également. Je te relaisse la parole, Béatrice. Excuse-moi. Ça va, Béatrice? Je te remercie, Sylvie. Non, mais ça. Oui, ça va. Ça m'a permis de m'organiser. J'avais une petite fenêtre qui me gênait. Voilà. Je vais vous expliquer pour tout vous dire. J'avais une petite fenêtre qui me gênait, qui me masquait les slides. J'ai réussi à m'organiser. Je vous remercie. Je te remercie Il n'y a pas de souci. On continue. Et je reprends donc. Ok, on continue. Donc, troisième point, on a trouvé dans SSV qu'il était peut-être de bon ton de ne pas conserver un contrôle sur la nature de PJ. On a choisi de le supprimer. SSV va faire aucun contrôle là-dessus. Il faut vraiment clairement que, à partir du support de droit, avec l'arrivée de l'AppCV que j'ai matérialisé, par le smartphone qui est en bas, avec également le fait que les droits peuvent venir d'ADRI ou de la carte vitale, il nous a semblé beaucoup plus clair que sur le poste PS, en fonction de l'origine des droits, ce soit le LPS qui détermine la nature de PJ, donc c'est la règle 313, CF 313 que vous allez trouver au niveau du groupe 14-20, dans A0 toujours, puisque de toute façon on est sur les données. Et on rend du coup ce groupe 14-20 obligatoire systématiquement en entrée de la fonction mise en forme facture. Et pour la précision, c'est pas lié à ce contrôle-là, mais attends, je te laisse restabiliser le slide. Voilà, c'est celui-là. Voilà.
Voilà, pour la précision, parce que j'ai peut-être un peu été confuse dans mon intro, et parce que je parlais de l'AppCV et du smartphone qui est schématisé en bas. En fait, la carte vitale et l'AppCV, ce sont des supports d'identification. Et après, une fois qu'on a identifié le bénéficiaire, on va chercher ses droits. Et ça peut être sur la carte vitale, c'est ADRI en priorité. Si ADRI ne répond pas, ça peut être la carte vitale ou une attestation papier. C'est ce que j'ai symbolisé en haut à gauche. Et du coup, ce qui est nouveau, mais Jean-François vous en parlera plus en détail quand il vous parlera de l'EV 117 au prochain webinaire, c'est qu'on a bien fait la distinction entre le support d'identification et le support de droit. Et la nature de PJ, elle est vraiment là pour refléter le support des droits, c'est-à-dire l'origine des droits qui vont après être utilisés pour établir la facture. Alors, contrôle suivant. On a également remonté sur le poste PS. On a pensé que c'était mieux au niveau du LPS qu'à déterminer dans SSV la détermination de l'indicateur Alsace-Moselle en fonction évidemment du code couverture, donc des droits acquis du bénéficiaire. Donc, ce code couverture qui était dans le groupe 1130, on ne l'a pas supprimé, mais il devient facultatif dans les groupes dans le groupe 1130, il est facultatif en entrée de facture parce qu'il est plus indispensable pour la mise en forme facture pour le module SSV. Par contre, l'indicateur Alsace-Moselle, qui lui était facultatif dans le groupe 1511, devient obligatoire. Voilà, il y a un transfert. Et donc, dans le groupe 1511, voilà, le groupe n'est pas obligatoire, mais si on est en nature d'assurance maladie, voilà, on passe en 1511 avec forcément l'indicateur Alsace-Moselle. Oui, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire là-dessus. On passe. Oui, pour moi, c'est bon. Les codes CIP, ça, c'est du ménage. On a supprimé une obsolescence, c'est-à-dire que le passage des CIP 6, CIP 7 au CIP 13, ça date maintenant de l'addendum 4, donc il y a quelques années. Donc, après vérification de la situation actuelle, on a eu confirmation du métier qu'on n'avait plus de code CIP de longueur 6 ou 7. Tous les médicaments sont en CIP 13. Donc, on a supprimé tout ça dans le cahier des charges. Vous allez trouver au niveau du groupe 1740 le fait que le type de code CIP ne peut plus valoir que la valeur B, que le code CIP ne peut plus être que de longueur 13, fixe. Et au niveau des SSV, il n'y a plus de raison de vérifier. On avait un contrôle de cohérence entre le type de code et la longueur. Il n'y a plus de raison de vérifier cette cohérence-là. Voilà, on a simplifié tout ça. Alors, le suivant, c'est une conséquence de ce dont on parlait tout à l'heure. On a vu tout à l'heure que le groupe 1420 devient systématiquement obligatoire. C'est sur le LPS qu'on systématiquement on détermine la nature de pièce justificative AMO en fonction du support de droit AMO utilisé. Donc, on avait une règle de gestion qui vérifiait spécifiquement qu'en cas de SMG, le 1420 était présent. C'est plus nécessaire. Le 1420 doit être présent dans tous les cas. Voilà. Donc, c'est pareil, c'est du ménage, c'est quelque chose qui était écrit dans le cahier des charges que vous trouverez barré au niveau du 1420. Voilà. Et dernier point, c'est pareil, c'est ce que je pourrais appeler du ménage aussi, mais c'est une... non, je vais l'appeler autrement. Je vais dire, c'est une remise en place de la règle nominale, quelque part. En fait, quand on a sorti l'avenant 20
pour l'introduction du régime CFE, on a on a demandé à ce que le type de destinataire, quand on était avec un bénéficiaire du régime CFE, du régime 17, à ce que le type de destinataire soit renseigné par le LPS en entrée ou par le professionnel de santé, parce qu'on n'avait pas la latitude de faire la modification dans le module SSV. On a fait l'introduction du régime 17 par un avenant. Donc là, étant donné qu'on fait évoluer le module SSV dans notre package Addendum 8, on a introduit la modification qu'on n'avait pas pu faire à l'époque, à savoir de rajouter le régime CFE, le régime 17, dans la table des types de destinataires que SSV détermine automatiquement lors de la fonction mise en forme fichier. Du coup, le cas particulier qu'on avait introduit dans le cahier des charges n'est plus nécessaire, on l'a supprimé, on l'a barré. Voilà, donc c'est du nettoyage entre guillemets de la restabilisation du fonctionnement. Voilà, j'ai fait le tour en fait de l'ensemble des petites évolutions, corrections et adaptations qu'on a introduites dans le module SSV à l'opportunité effectivement des différentes modifications structurantes qui ont été nécessaires dans le cadre de l'addendum 8. Voilà, donc je vous laisse poser vos questions, on pourra y revenir. Je te redonne la main, Sylvie. Oui, merci Béatrice. Alors là, je voulais lancer un sondage, un petit sondage. Pour ça, il faut que je les retrouve. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, mesdames, messieurs des éditeurs, vous n'allez plus voir les slides le moment du sondage. Je vous demande, on va prendre 2-3 minutes là pour répondre au premier sondage que je vais lancer, que vous allez voir d'ici 2 minutes normalement sur vos écrans. Voilà. Donc, je vais laisser passer 2-3 minutes. Merci de répondre oui ou non au sondage qui vous est proposé là sur l'outil. Ça laisse le temps à notre experte Béatrice de se reposer, de boire un petit peu également, parce que ça prend l'énergie de parler devant une caméra. Ça n'a pas l'air comme ça, mais une caméra avec des centaines de personnes derrière, c'est quand même un petit peu stressant. Donc, merci de répondre au sondage sur l'outil. Alors, pour l'instant, j'ai 78 personnes, 78% des participants qui ont voté. Donc, j'attends encore un petit peu. Donc, je vous demande, si possible, de répondre à la question qui vous est posée là, lors du sondage, qui vous est posée à l'écran. J'ai 87% de répondants, c'est pas mal, mais j'attends encore un petit peu de réponses. Voilà, donc je vous demande, si possible, mesdames et messieurs, chez les éditeurs de logiciels qui participaient à ce webinaire Addendum 8, de répondre à la question du sondage rapide qui est posé sur votre écran, si possible. Voilà, alors on est presque, on n'est pas loin des 100%, mais pas encore tout à fait. Alors je compte sur vous, 100% de votants. Voilà, alors est-ce que les 2 minutes sont passées? Presque. Bon, je vais fermer le sondage. J'ai 93% de votants, ce qui est quand même pas mal. Je vous remercie pour le petit effort d'avoir répondu à la question. D'accord. Et je note le score. Voilà. Je vous remercie et du coup, on va continuer la présentation. Béatrice, tu es toujours là? Je suis là. Voilà, donc il faut que du coup là, je repartage les slides.
Et comme je ne suis pas encore super experte avec tous les outils, eh bien là, affichage, je ne sais pas dans quel écran aller. Partage, voilà. Toc. Donc là, à nouveau ça. Est-ce que vous voyez les slides? Non, les slides ne sont pas là. Excusez-moi, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Comment je fais maintenant pour revenir sur les slides? Est-ce qu'il faut que je partage le résultat du sondage? Peut-être que c'est pour ça qu'il faut que je fasse ça. Donc du coup, à la réponse, il y a 50% de personnes qui ont commencé déjà à regarder la Danone 8, donc je suis assez contente quand même du score. Bon, pour ceux qui n'avaient pas encore commencé à regarder la Danone 8, n'hésitez pas du coup. Hein. Voilà, alors je masque le sondage, voilà, et je voudrais revenir sur mes slides. Et là, toc, diaporama, est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Toc. Voilà, c'est parti, Béatrice. Je crois qu'on va pouvoir reprendre. Excusez-nous pour ces petits cafouillages. Je devrais faire des webinaires plus souvent. Une fois tous les 15 jours, ça ne suffit pas. Pour vraiment bien maîtriser l'outil. Allez, on continue. Béatrice. C'est pas ce qu'on appelait à une certaine époque les aléas du direct. Oui, ça doit être ça, oui. Alors pourquoi est-ce que c'est normal que je tombe sur ce slide-là, Béatrice? Oui, on est bien là, hein, dans le déroulement. Oui, on est là. Le précédent, c'était juste le titre. Donc, on entre dans les points de maintenance réglementaire, les corrections ou évolutions qu'on a apportées et qui relèvent de nos différentes réflexions, parfois au fil de l'eau, parfois suite à des remontées terrain qui nous ont pointé des incohérences ou des questionnements ou des évolutions réglementaires qui pouvaient pas nécessairement se faire par fiche réglementaire et qui étaient plus de l'amélioration. Donc on essaye de suivre ça, on suit ça. Au fil de l'eau, on a un groupe réglementaire qui se réunit régulièrement tous les mois et quand un nouveau palier sort, un nouvel addendum ou une mise à jour annuelle, on a un certain nombre de points qui ont été réfléchis et qui sont proposés à la maintenance, que ça soit la maintenance réglementaire ou on verra tout à l'heure pour le point suivant, la maintenance technico-fonctionnelle. Donc sur les aspects réglementaires, on a apporté voilà la liste des points que vous voyez là, qui sont également détaillés dans le document Addendum 8 que vous avez reçu, hein, celui qui est référencé PDT CDC 088 dans le package. Donc ces points-là ont pour but d'apporter différentes améliorations à notre cahier des charges. Le premier, le 206, si tu veux bien passer au slide suivant. D'accord. Voilà. Le 206 le 206 avait pour objectif, on a eu une réflexion, on s'est dit, on a quand même un certain nombre si on regarde une ligne d'acte avec l'ensemble des données qu'il faut renseigner sur cette ligne, que je le dise, quel que soit le modèle de données que j'utilise, mais au niveau du cahier des charges, ce sont les groupes de données, on a tâché d'identifier les données qui qui systématiquement devaient être identiques sur un acte secondaire par rapport à son acte support. Voilà, j'ai une consultation, j'y ajoute plusieurs majos. Les actes secondaires qui viennent compléter cette consultation, ce sont des lignes d'actes à part entière, ça constitue des groupes 16-10 à part entière. Pour autant, il y a un certain nombre de données de la ligne secondaire qui sont forcément identiques. Donc, on a voulu apporter ces précisions-là dans le cahier des charges et ça permettra en termes de logiciel de développement d'optimiser.
Et du coup, à chaque donnée, donc au niveau des groupes de données correspondants, on a ajouté un cas particulier qui est toujours formulé pareil et qui précise que cette donnée est nécessairement, si l'acte est un acte secondaire, la donnée est nécessairement identique à celle de l'acte support. Donc, je vous donne dans le slide suivant la liste des données identifiées. Oui, Oui. j'arrive à lire ce point-là. Je me suis pas endormie. Dans le slide suivant, j'ai passé le message subliminalement. C'est ça. Voilà, Donc, si on a un acte secondaire, une majo, on peut toujours considérer que le lieu d'exécution, ce qui est une donnée qu'on a dans le 1610, de même que le lieu d'exercice qu'on a dans le 1880, sont forcément identiques, on va les faire dans le même lieu. Le code renouvellement, ça va être le même. La donnée informationnelle identifiant réseau filière de soins, il n'y a aucune raison qu'elle soit, il n'y a aucune raison qu'elle soit différente, il faut qu'elle soit identique entre l'acte secondaire et l'acte support. Et pareil pour les données de type complément des MTMT qu'on trouve dans le 1830. L'identification du salarié si on est sur un exécutant différent du facturant, donc le groupe 1870. Et les infos de prévention commune AMO, AMC qu'on a dans le groupe 2030. Donc, pour chacun de ces groupes-là, au niveau du document annexe 1 à 0, vous trouverez la précision qui vous rappelle que si l'acte est un acte secondaire, eh bien, ce groupe-là a besoin d'être présent, mais il est forcément identique et ça vous à la ligne précédente, c'est-à-dire à l'acte support, et du coup, ça peut permettre d'optimiser, ça peut permettre de gagner en cohérence pour l'ensemble de la facture. C'est l'objectif. Alors, ça, c'est une petite, je dirais, correction dans nos tables, parce que dans le temps, parfois, on a des coquilles ou des dérives. On a regardé cette colonne nécessité d'une prescription dans la table 4 et on s'est dit que mettre sans objet pour un acte secondaire nous semblait plus judicieux. Justement, la prescription, c'est une notion qui est globale à la facture. Il est très important, la règle qui contrôle ça va contrôler ça pour les actes supports. Il est très important quand on a un code acte de vérifier s'il est soumis à une prescription ou pas. Ça permet d'avoir un warning, un rappel. Mais si on a un acte secondaire, c'est pas la peine de rejouer cette règle-là. C'est pour ça qu'on a préféré mettre systématiquement sans objet dans la colonne. C'est ce que ça signifie. C'est ce qu'on comprend aussi quand on lit la règle en question, qui est la règle R5. Je crois. Je n'ai pas révisé, mais de mémoire, je pense que c'est la R5. Et du coup, on s'est rendu compte que dans le temps, il y avait certains actes secondaires, il y avait une dérive. On n'avait pas mis sans objet, on avait mis non. Donc, on a fait un petit nettoyage et on a bien vérifié qu'il est toujours sans objet en face d'un acte secondaire. C'est un peu un principe qu'on veut s'attacher à respecter. D'accord. Voilà, vu la signification que ça porte. Ça, c'est une réponse métier qu'on a eue suite à des interrogations terrain, hein, suite à des tickets qui nous ont été remontés. Et on a une confirmation du métier que, en lisant la nomenclature biologie, la NABM, on a besoin de facturer, on peut facturer du KB ou du PB, les actes KB-PB pour la spécialité en laboratoire 30 ou 39, qui sont les spécialités de labo. Par contre, pour la spécialité 40, qui représente un laboratoire d'anatomocytopathologie, on ne fait pas de KB, on ne fait pas de PB, qui sont les actes de prélèvement en labo d'anatomocytopathologie. Donc, on a fermé la compatibilité de ces deux codes de prestation à la spécialité 40. L'anatomocytopathologie, donc c'est simplement une modif en table 2, mais on n'était pas loin, quand on a eu les réponses, on n'était pas loin de l'addendum 8, on n'a pas fait une fiche réglementaire spécifiquement pour ça, on l'a passé dans l'addendum 8. Bon.
Voilà. On a modifié, oui, c'est de la précision. C'est de la précision, toujours suite à des questions terrain et des interrogations des éditeurs qui nous disaient on ne comprend pas bien dans quel cadre il faut utiliser, renseigner cette donnée origine de la prescription qu'on a dans le groupe 1230. On parle du parcours de soins, mais on parle aussi du renouvellement de l'optique. Donc on parlait des cas métiers, mais on le croisait avec les spécialités ou les familles de professionnels de santé qui utilisaient tel ou tel cas. Donc, on a revu notre règle de gestion. On l'a rendue, je dirais, on a essayé de la rendre plus factuelle et plus précise. Voilà. On a besoin de cette origine de la prescription. Dans le cadre du parcours de soins, ce sont les valeurs originelles et elle a été créée pour les PS prescrits. Donc, on en a besoin pour tous les prescrits, y compris les auxiliaires médicaux. C'est là qu'il y avait une ambiguïté. Et on en a besoin pour le renouvellement de l'optique. Ça va donc concerner les pharmaciens, les fournisseurs. Béatrice, je t'entends régulièrement dire nous avons vu avec le métier. Qu'est-ce que tu veux dire par là avec le métier? Ah, le métier, d'accord. C'est-à-dire que les gens des régimes d'assurance maladie, et principalement la CNAM, le métier, c'est indépendant de ces âmes vitales. Ce sont les gens qui connaissent les nomenclatures, qui créent les codes prestations, les gens du codage au niveau de la CNAM. D'accord. Alors, excusez-nous, vous entendez sûrement le son d'une alarme. Je ne sais pas si c'est l'alarme incendie ou l'alarme intrusion. On va continuer le webinaire pour l'instant, puis on va voir ce qui va se passer. Voilà. Pour moi, c'est l'intrusion, ça, Sylvie. C'est l'intrusion, d'accord. OK. Excusez-nous pour ce bruit de fond, du coup. On continue. Béatrice, je peux passer au slide suivant? Ah, oui, voilà, ça y est. continuons. Et l'alarme s'est arrêtée. C'est comme les coups de marteau, c'est toujours super quand ça s'arrête. Voilà. Alors, autre point réglementaire pour lequel il nous a fallu une confirmation avec le métier, justement, avec les gens de la CNAM et aussi en cohérence avec les contrôles qui sont faits en centrale. On tâche de regarder le processus jusqu'au bout. Puisqu'on a des contrôles sur le poste PS en front office et il faut qu'ils soient en cohérence avec les contrôles qui sont faits dans les centraux de l'assurance maladie pour tous les régimes. Après, au-dessus de tout ça, eh bien, il y a une réglementation qui s'impose, hein, et c'est là qu'on interroge le métier, comme tu me demandais, Sylvie, pour leur demander si on est en cohérence ou pas avec la réglementation. Et donc, quand on a eu la question de la cohérence entre le code MAU et le code AMI. Alors, ce sont deux codes prestations qui sont facturables par des infirmiers. Le MAU, c'est la majoration infirmier. L'AMI, c'est l'acte infirmier, qui est l'acte standard. Et quand on regardait dans notre tableau des compatibilités, on avait l'acte AMI infirmier qui était ouvert aux spécialités labo, alors que le MAU ne l'était pas. Alors, c'était pas très, très cohérent. Donc, on s'est demandé s'il fallait fermer l'un ou ouvrir l'autre, dans quel sens il fallait aller. Et après discussion, on nous a validé l'ouverture, la compatibilité du code de la Majo MAU avec les spécialités labo, 30 et 39, comme le AMI, excusez-moi, oh là là. Pas de problème. Vous avez les lettres dans le désordre, hein, je vous laisse les remettre dans l'ordre. Le code de prestation AMI, voilà. Voilà, c'est une ouverture, c'est une compatibilité sur le terrain qu'on laisse possible. Donc, c'est cette mise en cohérence. Pareil, comme pour tout à l'heure, les modifications en table 2 pour le KB, le PB, on l'a fait à l'opportunité de l'addendum 8. On n'a pas fait une fiche réglementaire spécifiquement pour ça. Alors,
Alors ça, c'est une réflexion qu'on a eue postérieurement au 100% santé, à la mise en place du 100% santé. Il a été créé le code prestation PAZ pour les codes LPP en panier 0. Et on les avait mis, on avait mis dans notre table 12, dans notre table des compatibilités, que le PAZ pouvait se facturer avec un ATL ou un DLT. Alors ATL et DLT, ce sont des suppléments qui peuvent se facturer en cas de dépassement. Et en fait, c'était une coquille. Avec la réflexion qu'on a eue après, on s'est dit mais c'est pas logique puisque le PAZ c'est du panier 0, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de dépassement. Donc il aurait fallu le supprimer de la table 12. Il a fallu, on l'a fait. Dans l'addendum 8, vous trouvez la suppression de ATL et DLT, des compatibilités entre PAZ ATL et PAZ DLT en table 12. Et puis postérieurement à l'addendum 8, on a sorti une fiche réglementaire, la 165V2, qui a fermé le PAZ au 1er janvier 2021, puisque le fonctionnement, le fonctionnement a changé. C'était un code, un code temporaire, un code transitoire. Juste pour les novices comme moi, Béatrice, ATL, ça veut dire quoi? DLT, ça veut dire quoi? Alors ATL, j'espère que je ne te piège pas. non, c'est pas ça, c'est... Je connais ALD, mais ATL... Oui, non, mais... On verra après. ATL, je peux vous dire ce que c'est. Je cherche... Non, c'est parce que je cherche précisément l'acronyme, je vous répondrai précisément après. J'ai pas sorti ma table... si, attends. Si, attends, j'ai la table 1 là, mais c'est pas ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ATL, c'est le supplément d'AT. C'est le supplément de 50% sur les prestations de LPP quand on est en accident du travail. L'ATL, c'est le complément AT LPP. C'est-à-dire que sur des prestations LPP, on peut avoir un complément. D'accord, LPP, c'est... De remboursement. La LPP, c'est les produits et prestations. C'est la liste des produits et prestations, c'est-à-dire toutes les prestations de type optique, appareillage, prothèse auditive, j'en oublie peut-être, non, c'est déjà pas mal. C'est tout ce que peuvent facturer les fournisseurs. Et le DLT, toujours pareil, sur des prestations de type LPP, donc ces prestations, produits et prestations fournisseurs, c'est le dépassement. Pourquoi j'ai un trou de mémoire? Le DLT. J'ai un éditeur, Monsieur Buchier, DLT, qui dit DLT dépassement LPP en tiers payant. C'est pour l'avenant 14. Ça, c'est son libellé. Ça, c'est son libellé, mais c'est pour les victimes d'attentats. Merci, c'est l'avenant 14. Merci. Voilà. Monsieur Castello, vous êtes au point. Hein. Ouais. Non, mais voilà. On continue. Excuse-moi, Béatrice. On continue. Vous allez finir par me faire stresser, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai, quand on n'a pas tout l'historique du cahier des charges, c'est mal du coup à comprendre. Oui, tout à fait. Et puis, c'est le gros défaut dans lequel on tombe, dans lequel je suis tombée, de parler en acronyme. Donc, Est-ce que tu passes au slide suivant? Tu avais fini ton explication sur passons. Oui, passons au slide suivant, mais on pourrait y revenir. Je réponds à toutes les questions, vous en faites pas. Pas de souci. Oui. Et ATL, ATD, oui, c'est tout à fait ça. C'est les 50% supplémentaires en AT. Oui. Alors, bon, là encore, c'est du ménage, entre guillemets. On a supprimé 2 nos tables de l'annexe 2, à savoir les tables 8, des codes couverture qui ne sont plus utilisés. Ils ont été supprimés des spécifications. Le régime SNCF nous a demandé de les supprimer depuis 2009.
Donc, ça a l'air très très loin dans le temps, mais on n'allait pas les supprimer trop vite du cahier des charges parce qu'il faut qu'il n'y ait plus de cartes diffusées sur le terrain. Il faut que les cartes soient mises à jour et qu'on soit sûr qu'il n'y ait plus de remontée de ces codes-là. Donc, on a pris le temps, mais là, à l'addendum 8, on s'est dit que c'était judicieux de les enlever. Donc, les codes couverture 04. Donc, ce sont les codes couverture SNCF, 04, 02, 10, 11, 12 et 13 que vous voyez listés là. Vous allez les trouver barrés dans les tables 8 de l'annexe 2. Et en conséquence, un certain nombre de tables 20 et 21, la table 20.2 et un certain nombre de tables 21 n'ont plus non plus de raison d'être. Les tables 20 et 21, ce sont des listes de codes actes ou bien la table 20.2, une liste de codes spécialités qui étaient incluses à l'intérieur des tables 8 et qui étaient appelées par spécifiquement, uniquement dans le cas où on avait un code 0410, 0411, etc. Voilà, donc c'est du ménage parce que là, on sait maintenant, on peut tranquillement les enlever. Il n'y a plus de code couverture de cette valeur-là utilisée. Alors, je vais juste faire deux, trois petites remarques sur les acronymes. Donc, effectivement, j'ai dans les participants au webinaire des nouveaux qui arrivent dans la communauté Sésame Vital. Donc, Oui. FSD, c'est fourniture Sésame Vital, DI, c'est dispositif intégré, et TL, c'est terminal lecteur. Voilà, donc si je vois des petits acronymes Oui, comme ça, oui, je tout me à permets. fait. Voilà. Oui, puis moi aussi, dans mon discours, je vais essayer d'être plus explicite parce que on a, Oui. on D'accord. a tellement tendance à vouloir aller vite que on se fait On est. embarquer. Ouais. Ça marche, on continue. Merci. Alors, petite précision et coquille, parce qu'en fait, on a une règle, donc les règles T2, dans l'annexe 2, T2, T2 bis, T2 terre, jusqu'à T2 quinte, ce sont les règles qui permettent de déterminer le taux de remboursement en fonction du code couverture. T2 pour les médecins, T2 bis, elles sont ventilées par famille. T2 terre pour les pharmaciens, T2 bis c'est les auxiliaires médicaux, je pense. Et on a, dans le cas où on n'a pas de carte vitale, on n'a pas pu acquérir le code couverture. Autrefois, on disait on n'a pas de carte vitale, donc on n'a pas pu acquérir le code couverture, donc on utilise la T2 quinte. Sauf que si on n'avait pas de carte vitale, du coup, à la fin, on savait qu'on allait faire du dégradé, qu'on n'allait pas pouvoir signer la facture avec les deux cartes. Du coup, dans notre tableau que vous voyez là à droite, dans notre schéma d'enchaînement qui se trouve dans l'annexe 1 grand A, où vous trouvez l'ensemble des schémas d'enchaînement, au lieu de mettre qu'on allait utiliser la T2 quinte en absence de code couverture, on mettait en mode sésame sans vital. Et c'était abusif en fait, c'était aller trop loin dans l'interprétation des choses. En fait, la vraie raison d'aller utiliser la T2 quinte, c'est on ne connaît pas de code couverture. C'est même pas parce qu'on n'a pas pu lire la carte, on pourrait ne pas. C'est maintenant qu'on a ADRI, c'est absence de carte, absence d'ADRI, donc absence d'acquisition du code couverture. Je viens au mode j'ai acquis mes droits du bénéficiaire par une attestation papier. Et c'est parce que je n'ai pas eu de code couverture que je vais dans la T2 quinte. Et je pense qu'on avait une coquille aussi, c'est que dans les tableaux de synthèse, la T2 quinte n'était pas ouverte à tous les PS. Or, tout professionnel de santé peut très bien se retrouver sans code couverture. Donc, on a modifié dans les tableaux de synthèse de l'annexe 2 la colonne pour ouvrir la T2 quinte à toutes les spécialités. Voilà. C'est du. Oui. T2 quinte, ça veut dire quoi exactement? Oh, c'est le nom de la règle, c'est tout. On a dans l'annexe 2, toutes les règles portent un numéro. Les règles T, ce sont les règles qui permettent de déterminer le taux de prise en charge.
de la prestation et les règles. Et après, je pense qu'au départ, il y avait il y a la règle T1 a pour objet de déterminer la date de référence, la règle T2 a pour objet de déterminer le taux en fonction du code couverture. Et puis comme on a choisi de les faire varier en fonction des familles, plutôt qu'avoir plusieurs paragraphes dans la même règle, ils ont fait, je peux parler de ça, c'est à l'origine, hein, c'est depuis le début de l'annexe 2, ça, une T1, T1 bis, T1 ter, T1, il n'y a pas de quater, mais et pour la T2, c'est pareil, ils ont fait T1, T2, T2 bis, T2 ter, T2 quater et une T2 quinte, voilà, c'est pour ça. Il y a très peu de règles qui varient comme ça, mais il y en a quelques-unes. C'est pas la T2 bis pour les labos, c'est différent. Pardon? La T2 quinte, c'est pas la T2 bis pour les labos, c'est bien différent. C'est une Ah question non, d'un c'est éditeur. différent. C'est différent. Ouais. Non, 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 non. La T2, c'est déterminer le taux pour les médecins. La T2 bis, c'est pour les auxiliaires médicaux. La T2 ter, pharmacien fournisseur. La T2 quater, les labos. Et la T2 quinte, c'est pour tout le monde quand on n'a pas de code couverture. D'accord. Ok, Béatrice. Voilà. On peut passer au slide suivant? Oui, pour moi, oui. Ok, on y va. Ok. Donc, oui, tout à fait. Je vois une remarque d'un éditeur, effectivement. Et contrairement au T2, T2 bis, T2 ter, T2 quinte, T2 quater, qui, ayant le code couverture, s'appuie sur les tables 8 de l'annexe 2, la T2 quinte, elle s'appuie sur les tables 50. Voilà, je complète, mais c'est facile, j'ai un petit œil sur la droite. Ouais. Non, non, mais c'est la dynamique, c'est très sympathique. Ah, bah, il y a des échanges. Ah, bah oui, tout à fait. Petite correction également, on avait, alors c'est un peu l'inverse de tout à l'heure, dans la table 7, c'est la table de compatibilité entre, pour chaque code prestation, les différentes valeurs possibles du qualificatif de la dépense. Donc on a une information sur la ligne d'acte, pour tout acte, qui peut être non renseigné, mais quand il est renseigné, qui prend des valeurs précises, qui sont les valeurs qui sont listées en colonne du tableau, que vous voyez là à droite, gratuit, déplacement non prescrit, etc., non remboursable. Et on a une grille de compatibilité pour chaque code prestation, pour chaque valeur. Et on s'est attaché, alors dans cette table-là, on s'est dit que sans objet voulait rien dire. Donc on a barré les termes SO sans objet pour mettre 1 ou 0. Voilà, ou c'est compatible ou ça l'est pas. D'accord, Béatrice. Je vais peut-être me permettre de revenir peut-être sur le slide suivant parce qu'il y a le slide précédent, pardon. Alors, est-ce que si tu peux rester l'autre, c'est une question concernant l'alignement de la prestation support par rapport à la secondaire. Tu le vois, la question, donc l'acte PAV est un acte secondaire un peu particulier. Est-ce que cet alignement des données support second par rapport secondaire est aussi l'acte PAV? Attends. Tu comprends tu veux que je reformule la question qui est posée? Oui, mais c'est pas ce slide-là, c'est au-dessus. Oui, je réponds oui. Oui, d'accord, la réponse est oui. Oui, alors aujourd'hui, on n'a pas identifié de cas particuliers au cas particulier. Oui, enfin, c'est des histoires de tiroirs. C'est quand c'est la première, c'est le 200, c'est la première modif, Sylvie. C'est le fait d'avoir précisé que certaines données pour les actes secondaires étaient nécessairement identiques. Oui, moi je vous réponds oui. Alors c'est absolument certain pour les données obligatoires. Et même si la donnée est facultative dans le flux, je n'ai aucune garantie de la façon dont se comporterait le central si on ne mettait pas ces données-là.
Donc, sauf à avoir fait des tests, mais aujourd'hui, il faut continuer à remplir la ligne PAV comme tout acte secondaire autre. Sinon, on risque des rejets en centrale. Moi, à chaud, là, immédiatement, je vous réponds ça, oui. D'accord. Oui, il est particulier, on est d'accord, il est informationnel, mais non, il faut le faire fonctionner comme les autres. Aujourd'hui, soyons prudents et faisons-le fonctionner comme les autres. S'il y a une éventuelle levée de allègement, c'est peut-être à réfléchir, à identifier plus tard, mais je vois pas d'informations qui me permettent d'aller vers ça. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y repenser, hein, je le note dans un petit coin. Ouais, ça marche. On reprend, si tu veux bien, en 563, amélioration de la table 8.3. Reprenons. Alors, 8.3, c'est pareil, c'est de l'amélioration, c'est de la précision. Je ne sais pas comment nommer ça, mais on se rend bien compte au fur et à mesure du temps que parfois on part sur des principes et puis après on met à jour, on fait des modifications sur des extraits et parfois on perd en cohérence. Là, c'est moins une histoire de cohérence qu'une histoire de signification. En fait, on mettait, donc là on est dans les tables 8, et dans les tables 8, notamment la 8.3, puisque là on est chez les pharmaciens, pardon, on a eu besoin de distinguer pour un même code couverture, un même code situation, par exemple le 0102 que vous avez sous les yeux, eh bien, tous les médicaments ne sont pas couverts à la même hauteur, évidemment, puisque nous avons les vignettes bleues, les vignettes oranges, ça c'est l'ancien terme. On ne parle plus de vignettes maintenant, mais cette notion de vignette, c'est une appellation métier. Voilà, on revient au terme métier que j'utilisais tout à l'heure. Chez nous, dans le système de facturation, ça se traduit par un code prestation. Et ce code prestation, c'est PH2, PM2, HD2, etc. Et finalement, aller dire que écrire que les vignettes oranges sont prises à 15%, c'est redondant avec le fait de dire précisément la liste, de donner précisément, la liste des codes prestations. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recentré notre table 8.3 uniquement sur la liste des codes prestations, pas mixer du libellé explicatif et les codes. La table, elle est technique. Elle vous donne précisément la liste des codes, pas un de plus, pas un de moins. Et le fait de savoir que tous ces codes-là, cet ensemble de codes-là, ils relèvent de la vignette orange ou sont assimilés vignette orange, c'est le libellé qu'on va trouver sur les attestations papier, mais on le reprend pas ici. Voilà. D'accord. Alors, là, on a fait une évolution. On a fait une évolution parce que je ne sais plus si c'était une remontée éditeur ou une remontée interne, mais en tout cas, c'était une remontée terrain qui nous disait on a un souci avec la date de... On a eu cette discussion avec mes collègues du CNDA qui avaient au niveau de leur cas de test, je pense me souvenir, ce souci de l'âge. La date de naissance fictive qui est préconisée pour le du contraceptif. Oui, Sylvie? Oui, je suis là. Vous m'entendiez plus? Excuse-moi, Béatrice, je ne t'entendais plus, donc c'est pour ça que j'étais un peu inquiète. Continue, c'est bon. Si, on t'entend. D'accord. Oui, je t'entends, Béatrice. Peut-être une rupture de réseau. Ok, alors je continue. Voilà, donc cette date de naissance fictive, elle est OK. Et cette date de naissance fictive, elle est utilisée notamment pour l'anonymisation des factures pour la contraception, la délivrance du contraceptif d'urgence à la mineure, des examens aussi dans le cadre de la contraception des mineurs.
Et actuellement, elle était, ou jusqu'à présent, jusqu'à l'addendum 7, elle était spécifiée avec une valeur fixe. Et cette valeur fixe, eh bien, le temps avançant dans le temps, on en était arrivé à avoir des bénéficiaires qui avaient plus de 16 ans. Plus de 18 ans, excusez-moi, donc ils n'étaient plus mineurs, donc c'était pas très 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 cohérent. Et on s'est dit que plutôt que changer la valeur, on allait le changer en proposant une date évolutive. Donc on a mis dans le cahier des charges, ça vous le trouverez dans le corps du cahier des charges, dans le chapitre spécifique qui vous parle de l'ensemble des prestations liées à la contraception des mineurs. Et en cas de facture fictive, de facture anonymisée, on préconise de calculer la date de naissance en fonction de l'année en cours. 1er janvier de l'année en cours, moins 16 ans, et on sera sûr qu'on est effectivement qu'on aura un bénéficiaire qui aura un âge cohérent. Voilà. Là, on a eu une évolution réglementaire qui est arrivée pendant les travaux de l'addendum 8 à la loi de financement 2020. On a eu l'information que les contraceptifs aux mineurs qui étaient jusqu'en 2020, qui étaient prévus dans les textes, dans la réglementation qui était prévue pour les mineurs à partir de 15 ans, ce minimum d'âge était supprimé. Donc, étant donné que d'au moins 15 ans, la formule d'au moins 15 ans était utilisée plusieurs fois dans nos spécifications, dans le cahier des charges, à savoir toujours dans le chapitre, dans la partie dont on parlait tout à l'heure, le chapitre du corps du cahier des charges qui parle des prestations liées à la contraception des mineurs, et dans la règle R29 également, puisque dans ces cas-là, il y a un contexte de tiers payant obligatoire. On a barré ce minimum d'âge de 15 ans, et pour une raison réglementaire, évolution de la LFSS, de la loi de financement de sécurité sociale, qui a introduit la suppression de ce minimum d'âge. Béatrice, si je peux me permettre, Oui. C'est une question d'un éditeur. Il me dit ceci est dans l'addendum 8, mais comment fait-on sur le terrain? Ne peut-on pas avoir une fiche réglementaire pour toutes les versions du cahier des charges inférieur au 8? Pour le 577, ben non, c'est pas une fiche réglementaire, ça. C'est pas une fiche réglementaire, c'est pas quelque chose qu'on trouve dans les tables de l'annexe 2. Alors, un éditeur dit sur le point 577, cela fait-il l'objet d'une FR appliquée sur tous les socles? Non. Non. Non, parce que c'est pas, je reprends ce que je disais, c'est pas une fiche réglementaire, c'est pas une table. Cet âge minimum de 15 ans, il n'est pas dans une table, il était simplement écrit dans le texte. D'accord. Ok. En fait, on est sur une évolution, oui. Je sais pas si, alors, on écrivait effectivement que le contexte était âge minimum de 15 ans et cet âge minimum a sauté, mais la règle n'était pas nécessairement très claire. Est-ce que c'était à contrôler ou pas? C'est pas clairement dit dans le corps du cahier des charges. Mmh. Donc c'est vrai que si vous l'avez contrôlé, il faut faire sauter le verrou. Et juste CCP, Béatrice, que veut dire CCP? Contraception, c'est moi qui ai écrit trop vite. Contraception, c'est le code acte. C'est contraception. Mais je sais pas. Non, je vais sûrement avoir un éditeur qui va répondre. Puis, non, c'est pas un code acte. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est une faute de frappe de ma part. Ça veut dire pour les contraceptifs aux mineurs. Ouais, c'était ça plutôt qu'il fallait, d'accord.
Ok, Oui, 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 oui. Non, non, c'est une coquille dans le titre. d'accord. Je vous retrouverai ça, je vous retrouverai le pourquoi, mais j'aurais dû mettre un titre plus explicite. Ok. C'est typiquement, merci pour la question, Sylvie, c'est le genre de truc qu'on voit plus. Mhm. Alors, sur ce 577, un éditeur suggère un avenant pour cette modification. C'est ça. Il Merci faudrait un avenant. beaucoup. Mais vous Hein? m'aidez beaucoup, messieurs, les éditeurs m'aident beaucoup. Voilà, c'était bien le code acte, c'était la lettre clé CCP, consultation, contraception et prévention. Ah ouais, super. Ouais. Je suis un peu stressée. Non, non, mais lis pas les questions. Oui, il faudrait un avenant pour ça. Je note la suggestion. Je ne sais que vous dire. D'accord. Est-ce que tu veux qu'on passe au slide suivant? Oui, 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 je pense. Oui. Allez, c'est parti. AME, aide médicale d'État, ça je sais par contre. Attends. Béatrice, pour les questions, on les Oui, abordera oui, oui, oralement. oui, je reviendrai. AME, oui, oui, je suis là. AME, c'était un cas très particulier, un cas particulier du cas particulier. C'était une remontée éditeur qui nous demandait comment renseigner le qualificatif de la dépense dans le cas où on facturait un acte gratuit pour un bénéficiaire en AME. Sachant que dans le cahier des charges, il y a deux consignes, il y a deux règles. La première nous dit si l'acte est gratuit, le qualificatif de la dépense doit être âgé. Et la deuxième nous dit si le bénéficiaire est un AME, le qualificatif de la dépense doit être à NR, non renseigné. Je recommence, non remboursable. Question complètement judicieuse et la question est remontée au métier. Formulée sous cet angle, que faut-il mettre dans la facture, c'est-à-dire qu'est-ce que le central attend dans ce cas-là? Et réponse, le central priorise le gratuit en fait, ils préfèrent voir du UG gratuit. Donc ça, on l'a précisé, la réponse a été apportée aux éditeurs et on l'a précisé dans le cahier des charges. Au niveau de l'annexe 1 à 0, on a des règles particulières sur le renseignement du qualificatif de la dépense, des actes gratuits non remboursables, etc. Voilà. Donc ça, ça c'était comment dire, une réelle ambiguïté. On avait deux règles côte à côte et la priorité n'était pas précisée et il y a eu des rejets terrain. Il y a eu des rejets terrain parce que une facture avec N non remboursable était rejetée, voilà. Voilà. D'accord. Sinon, il me faut. Béatrice, du coup, il y a quelques Oui. questions là sur les slides qu'on Du vient de coup, parcourir, quelques questions des éditeurs. Est-ce que tu veux qu'on les parcourt maintenant ou tu veux finir ta présentation V114 à suivre pour qu'on aborde toutes les questions que les chatteurs n'ont pas répondu par écrit? Qu'est-ce que tu préfères? Il y a quelques questions là sur CCP, MAU. Tu veux qu'on les aborde maintenant? Alors, attends une seconde. Ou pas? En pense qu'on est tous, oui, alors CCP, il me faut 2 minutes pour ouvrir un document. Je suis en train de vérifier quelque chose. Mais. Donc la question est la suivante pour tous les éditeurs. Pour le CCP, la table 4 limite à 15 ans. Il faut donc une FR pour qu'on puisse modifier cette table. Ça y est, je viens de la formuler. Donc il faut donc une FR pour qu'on puisse modifier cette table. Point d'interrogation. Alors, je vais vérifier de mon côté. Je ne sais pas. D'accord. Et tu sais, si Béatrice, si tu n'as pas la réponse tout de suite, on peut l'apporter après coup aussi. Il n'y a pas de souci. Oui. Non, mais ce qui est dit, on ne peut plus logique. Vous avez raison. Vous avez complètement raison. Mais ça a été fait.
Le minimum de 15 ans a été supprimé en table 4. D'accord. Et il a été supprimé par la 142 V4, je pense. La FR? La FR 142 V4. D'accord. Je ne l'ai pas ouverte pour vérifier, mais d'après mes tablettes, C'est bon. D'accord. je vous dis pas ça de tête, hein, je suis en train de vérifier. Je ne vais pas vous bluffer non plus, mais vous mentir non plus. Mais ça a été fait, en fait. Donc, pour nous, dans le périmètre Sésame Vital, effectivement, le contrôle sur le code acte, vous avez complètement raison, il existait et il a été levé. Et c'est la seule conséquence directe qu'on ait prise en compte. Le reste, c'est informationnel, en fait, c'est-à-dire qu'on introduit le contexte et le texte de loi. D'accord. Il y a une autre marque actuellement. Oui. Excuse-moi, Béatrice. Attends, j'entends pas, Sylvie. Recommence. Non, j'avais fini, j'ai eu une coupure de son. Pardon. D'accord. Et une autre petite remarque, c'est actuellement la table 3 limite le CCP de 15 à 18 ans. Mais non, le 15 a été supprimé, c'est la table 4. La table 3, oui, vous avez raison. Pourquoi la table 4? La table 3, min-max. Non, le 15 est barré. Bon, 142 V4, je vais l'ouvrir, je vais la chercher. Béatrice? Oui, je suis là. Ouais, tu arrives à trouver, parce que sinon on peut répondre après coup aussi si ça te demande trop de temps d'aller chercher dans les documents. Donc, j'ai trouvé diffusion février 2020. D'accord. Donc en février 2020, qu'est-ce qu'on a diffusé? On a diffusé la 142 V4 en supprimant l'âge minimum de 15 ans en table 3. Donc, il n'y a plus d'âge minimum sur le CCP. Donc, diffusion de la FR 142 V3, c'est ça? V4. En février 2020. V4. V4, d'accord. Et le 15 a été 19, supprimé. Mais tout ça, voilà, normalement, moi, les il a dû 19. Oui. D'accord. Donc, c'est une FR qui est parue les FR, après elles la arrivent diffusion. au fil de l'eau. Non, D'accord. avant, en février 2020. Donc, on a pris acte de la LFSS, de la modification de la LFSS 2020 qui est validée fin d'année 2019. On en a pris acte, on a fait la FR en février 2020 et on a intégré ça dans le cahier dans l'addendum 8 en termes de socle complet, diffusé en octobre. Pour autant, on a profité pour corriger également, pour mettre à jour également les paragraphes contextuels informationnels qui sont la présentation du fonctionnement métier dans les cas de contraceptifs à la mineure. C'est le fameux paragraphe du corps du cahier des charges sur le contraceptif à la mineure. D'accord, je vais très bien, merci Béatrice. Ce qui pour moi n'engage pas un contrôle. C'est le seul contrôle, c'est celui qu'obligeait la table 3. Oui, tout à fait. Ok. Une autre petite remarque sur MAU, c'est pour ça que j'ai mis le slide, Béatrice. MAU toujours non ouvert au code T30 et 39. Avant passage sur l'addendum 8, donc. Oui, on l'a mis. Oui, parce qu'on n'a pas. Oui, alors je vois la question qui est dessous. On n'a pas fait de FR, donc c'est pas rétroactif. Donc cela n'est pas rétroactif, c'est ça? Bah, je sais pas, là, je réserve ma réponse. D'accord. Oui, en toute rigueur, oui. En toute rigueur, oui, excusez-moi. Oui, en toute rigueur, oui. Est-ce qu'il y en a besoin? Si on a besoin, on peut faire une FR. Il faut qu'on regarde de notre côté. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait une FR exprès pour ça, on l'a passé dans l'addendum 8. D'accord. Ok, très bien. Je
Je propose, Béatrice, du coup, de revenir là où tu étais, de continuer sur le V114, c'est ça? Maintenance On peut réglementaire. enchaîner, voilà, on peut Maintenance enchaîner sur le fonctionnelle. V114. Oui, On reviendra à d'autres questions après. technico-fonctionnel. Ok. Oui, oui, s'il y a d'autres questions, on y revient. Il n'y a pas de souci. Donc, maintenance technico-fonctionnelle, la première chose qu'on fait systématiquement quand on sort un nouveau palier, Addendum 8 ou une mise à jour annuelle, qui constitue un nouveau palier également, c'est d'intégrer tous les avenants et toutes les fiches réglementaires qui ont été diffusées. C'est bon. Oui, Qui ont été excuse-moi. diffusées depuis le palier précédent. Donc, le palier précédent, c'était la mise à jour annuelle 2018 qu'on avait sorti début 2019. Et puis, en 2019-2020, on s'est attaché à travailler sur l'addendum 8. Donc, on avait produit quand même dans l'intervalle un certain nombre d'avenants que vous avez là sous les yeux et qui ont été introduits dans le socle complet. Donc, vous trouvez en marque de révision sur lignée jaune l'ensemble des ajouts que ces avenants introduisent. Et puis également, on en parlait à l'instant, l'introduction de toutes les modifications que les fiches réglementaires apportent. Donc, j'en ai pas fait là la liste, vous en trouvez la liste détaillée dans le document Addendum 8, PDT CDC 088, je l'ai rappelé là. Bon, c'est pareil, depuis février 2019, il y a, entre février 2019 et fin septembre 2020, il y a eu une production assez conséquente de fiches réglementaires qui ont été intégrées. Alors, on a arrêté les compteurs, entre guillemets, à fin septembre. Les dernières fiches réglementaires introduites parce qu'après il faut arrêter d'écrire et puis il faut préparer la diffusion, etc. Mais par Ouais, rapport à une diffusion 15 octobre, voilà, on a tiré au maximum le temps d'écriture pour pouvoir intégrer toutes les FR diffusées jusqu'à fin septembre. Voilà. d'accord. On passe à la suivante, Béatrice, parce que l'heure Oui. tourne. Ouais, Oui, ouais. oui, 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 mais bon, ce sont des petites choses. Là, je vais passer rapidement, sauf si il y a des questions qui remontent, mais vous trouverez le détail des paragraphes modifiés, impactés suite aux différentes actions de maintenance. On a introduit des paragraphes de précision contextuelle qu'on a repris des fiches d'information 626 et 630 qui ont été diffusées quelques mois précédant l'addendum 8, parce qu'on avait trouvé intéressant que les précisions qui avaient été données par fiche d'information soient pérennisées, mémorisées dans le cahier des charges lui-même, notamment les informations, la demande d'impression d'informations pour dans le cas où les pharmaciens avaient le droit de vacciner, il fallait qu'ils impriment les informations sur le carnet de vaccination. Enfin, il y a différentes petites choses qui avaient été précisées. Alors, on n'est pas, on est dans les contextes réglementaires, là, on est dans les contextes d'usage et de métier. Alors systématiquement également, quand on sort un nouveau palier, on regarde les codes prestations qui sont devenus obsolètes. C'est-à-dire qu'un code prestation qui est fermé, on ne le supprime pas du cahier des charges, on lui met une date de fin dans la table 1. Par contre, si la date de fin dépasse de plus de 2 ans, excusez-moi, et 3 mois la date du jour, le code acte n'a plus de raison d'être facturé non plus, donc on considère qu'on peut le supprimer du cahier des charges. Donc on avait fait le travail en juin, on s'était dit qu'on allait supprimer tous les codes actes qui avaient une date de fin antérieure à avril 2018. Voilà. Évolution réglementaire également, mais qui relève pour nous uniquement de la terminologie. On parle plus de CMU, on parle plus d'ACS, on parle de C2S de manière globale. Alors on a gardé aussi
alors ça s'est fait un peu, comment dire, il a fallu rentrer dans le détail. Ça s'est pas fait, ça n'a pas été un annule et remplace systématique, hein. Les bénéficiaires qui bénéficiaient de l'ACS, on les a gardés parce que les contrats ACS couraient encore. On les supprimera, je dirais, au palier prochain. Il y aura une opération de suppression de tout ce qui est ACS dans le cahier des charges, mais il était trop tôt pour les supprimer en juin 2020 ou octobre 2020 parce qu'il y avait encore des contrats qui couraient. Mais pour autant, on ne parle plus de CMU, on parle de C2S, ce sont les bénéficiaires de la C2S, c'est-à-dire la complémentaire santé solidaire, pour ne pas, pour ne pas m'enfermer dans un acronyme encore. Voilà, et différents points de maintenance, notamment en termes de sécurité. Il y a eu une mise à jour au niveau des certificats de chiffrement, donc je vous invite à aller regarder l'annexe 5 et l'annexe 6 et l'annexe 7 sur les aspects architecture également, et les différentes architectures inclus dans le périmètre du cahier des charges Sésame Vital et des modalités. D'accord. Voilà. Et puis des coquilles, bon, quand on tombe sur des choses obsolètes, voilà. Des références à l'A 31 aussi qu'on a supprimées parce que c'est quelque chose qui commence à s'éloigner de nous. Oui, tout à fait. Ok. Voilà. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Je pense que le mieux par rapport à ça, c'est voir si vous avez des questions. Ok, alors là, j'ai une question. Par contre, je suis incapable de te dire, c'est une question qui date d'une heure. Donc, donc, sur quel slide c'était, je ne sais plus. Et il y a C'est pas marqué, grave. attention, des codes dans le cas du Covid-19 ont été attribués à 7 caractères. Ah, ça c'est quand on parlait de CIP. Je ne sais pas. J'ai vu passer cette question. Je la note, mais il faut que je vois avec le métier. Est-ce que vous vouliez bien parler de code CIP? Est-ce que c'est bien, je comprends bien quand je repense à CIP 7, CIP 13? Parce que pour moi, c'est ça que ça je ne sais pas si la me... personne qui a posé la question est encore là. Ça fait rien, sinon on pourra essayer d'avoir des précisions, mais pour moi, c'est ce que ça m'évoque et j'ai pas vu passer d'informations là-dessus. Ça veut pas dire qu'il y en a pas eu, hein. Je peux avoir loupé quelque chose, mais j'ai pas souvenir qu'on ait parlé de ça. Et quand j'ai demandé au métier s'il existait encore des CIP 7 ou 6, ils ont été très clairs, très affirmatifs, en me répondant que non. Alors, les seuls CIP 6, je crois, qui existent encore, 6 ou 7, mais je crois que c'est 6, c'est de l'UCD, c'est-à-dire que c'est de la codification de médicaments, mais qui est utilisée uniquement en établissement. Donc, c'est pour ça que sur le périmètre cahier des charges Sésame Vital, on n'est pas concerné et on a acté qu'on pouvait supprimer cette chose-là. Ok, Béatrice, je pense pour des que... CIP 7, j'ai la réponse. Des CIP 7 attribués pour les masques, eh bien, je vais me renseigner du côté du métier. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire qu'on apportera des réponses webinaires. Hein. Oui, parce que ça... Ok. Oui, Je crois que oui, mais il faut qu'on éclaircisse parce qu'effectivement, la délivrance des masques par rapport au stock État et après au stock, il y a eu une transition aussi. Il faut qu'on éclaircisse cette partie-là, oui, d'accord. Ok. D'accord. Je pense qu'on a fini la petite séquence de questions-réponses. Il y a d'autres questions qui sont abordées là sur l'outil directement. Donc, Béatrice, je t'ai demandé si tu peux activer ta webcam. Je peux. Voilà. Je peux. Pour vous dire au Voilà. revoir. Donc, merci beaucoup, Béatrice. Merci beaucoup pour ton intervention. Pas de souci. Avec plaisir. Les questions qui n'auront pas été répondues lors du webinaire, évidemment, on apporte une réponse après le webinaire. Ce que je peux vous dire maintenant,
Voilà, donc là, j'attends qu'il y ait pas mal de votants pour continuer. Voilà, bon, ben j'ai eu un bon taux de réponse. La majorité d'entre vous, en fait, est disponible. Ce qu'il faut savoir, voilà, partager. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que pour les quelques personnes qui ne seront pas disponibles à cette date-là, il y aura un replay sur la chaîne GoToWebinar. Donc, vous pourrez le regarder après coup. Et si vous avez des questions, on a toujours notre centre de service au GIE qui est à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, la suite. Voilà, la suite. Alors là, on a mis un slide, c'est toujours un peu le même slide hein, pour les coordonnées si vous avez des questions. Tout ce qui est question sur les packages, les documents qu'on vous livre, les XSD, les XML, etc. C'est le centre de service du GIE. Pour les questions sur le déploiement de l'appli, là, c'était vrai que ce n'est pas forcément l'objet du webinaire d'aujourd'hui, mais en tout cas, vous pouvez les envoyer à la boîte aux lettres relations industrielles. Et pour tout ce qui est agrément, homologation, autorisation sur les services TLS, IAMO, Applicard Vital, DMP, c'est le CNDA. Alors, voilà. Et puis, donc, pour vous aider donc, dans la mise en œuvre des évolutions Addendum 8 et Applicard Vital, on a un webinaire donc fixé le 5 février, donc vous avez normalement déjà reçu un lien, mais je vous renverrai un lien la semaine prochaine sur les web services Applicard Vital. Donc ça sera vraiment spécifique sur la demande d'authentification Applicard Vital, qui est l'équivalent pour la carte vitale dématérialisée de la lecture de la carte, donc web service de demande d'authentification, de gestion du contexte de proximité Applicard Vital pour la facturation Sésame Vital et aussi pour les TLS IAMO et le DMP compatibilité. Et il y aura, et on vous expliquera aussi pour les éditeurs vraiment facturation Sésame Vital, le web service de signature de facture. Voilà, donc ça c'est prévu le 5 février à 10h, de 10h à 12h. On aura également les experts qui répondront à vos questions sur l'outil. On abordera des questions oralement comme on a fait aujourd'hui. Et puis donc, vu le taux de réponse assez positif sur la date du 19, là on peut dire déjà dès aujourd'hui que le 19 février à 10h, il y aura un webinaire sur la réurbanisation des fournitures Sésame Vital 1.44. Voilà, puis il y en aura plein d'autres aussi. N'oubliez pas la chaîne GoToWebinar pour trouver toutes les ressources pédagogiques qui vous aideront à mettre en œuvre l'Addendum 8. On a des films, des tutos, les replays de tous les webinaires que j'organise. Et puis aussi, vous avez une FAQ sur l'espace industriel du GIE Sésame Vital, la page Applicard Vital, pour vous, voilà, où justement on extrait des questions que vous pouvez poser lors des webinaires et également au centre de service du GIE, des questions intéressantes, structurantes, qui peuvent compléter le cahier des charges, les fiches d'infos, les fiches réglementaires. On les met sur la FAQ, alors n'hésitez pas à la consulter régulièrement. Voilà. Merci beaucoup, prenez soin de vous et rendez-vous le 5 février à 10h. À bientôt. Au revoir.